Sous le soleil brûlant de juillet 2003, un calme tendu enveloppait la ville de Mossoul, encore marquée par les cicatrices de la guerre. Dans l'une de ces maisons anonymes se cachaient Uday et Qusay Hussein, les deux hommes les plus redoutés d'Irak. Les fils de Saddam avaient disparu après la chute de Bagdad, mais la chasse pour les retrouver ne s'était jamais arrêtée. Lorsque les forces américaines encerclèrent finalement leur cachette, la reddition ne fut pas une option. Ce qui suivit fut un siège infernal de 6 heures, où le fracas des tirs et des roquettes détruisit complètement le bâtiment. À la tombée du soir, la villa n'était plus qu'une ruine fumante. Parmi les décombres, la lignée de Saddam Hussein avait trouvé sa fin sanglante. La poussière de l'invasion commençait à peine à retomber sur Bagdad. Le fracas des combats, musique, laissait place à un silence chargé d'incertitude. Le 20 mars 2003, musique, la machine de guerre américaine pénétra en Irak avec un objectif clair, renverser Saddam, musique, Hussein. En quelques semaines, les troupes nord-américaines prirent le contrôle de la capitale et le gouvernement irakien s'effondra complètement. Au milieu, musique du chaos, Saddam s'évanouit dans la nature et avec lui ses deux fils, Uday et Qusay Hussein. Né musique le 18 juin 1964, il était le premier-né, l'héritier destiné à poursuivre l'héritage de son père. Cependant, une inclination vers la violence démesurée inquiétait profondément même un homme comme Saddam. Le point de rupture arriva en 1988, musique lorsque, lors d'une fête, il battit à mort un homme qui s'avéra être l'assistant, musique, personnel de Saddam lui-même. Après cet épisode, son père l'écarta du cercle de pouvoir le plus intime. Malgré tout, Uday conserva une influence considérable. Depuis sa position, il contrôlait le comité olympique irakien et les médias, vivant dans une opulence démesurée tout en musique, terrorisant ceux qui l'entouraient. Les accusations qui pesaient sur lui dressaient le portrait d'un prédateur, viol, torture, musique d'athlète et assassinat de quiconque éveillait sa colère. Son frère Qusay, né en 1966, était son antithèse. Il ne recherchait ni les projecteurs ni la notoriété, mais dans l'ombre, il accumulait un pouvoir beaucoup plus musique, tangible et létal. Il dirigeait les services de renseignement, la police secrète et les opérations militaires. Musique, commandant la redoutée garde républicaine d'élite et l'organisation de sécurité spéciale. La cruauté de Qusay devint patente lors des soulèvements de 1991, lorsqu'il orchestra une répression qui coûta la vie à des milliers d'Irakiens. Au moment de l'invasion américaine en 2003, sa brutalité discrète et méthodique l'avait positionné comme le successeur le plus probable de Saddam. Le pouvoir, semblait-il, était sur le point de changer de main. La poussière de l'invasion commençait à peine à retomber sur Bagdad, mais une nouvelle chasse était déjà en marche. Qusay, considéré comme le successeur probable de Saddam, était devenu un objectif prioritaire. En avril 2003, quelques semaines après la chute de la capitale, les forces américaines se confrontaient à un ennemi sans visage, un réseau de loyauté caché qui avait soutenu le régime par la terreur. Pour donner un visage à cette peur, le haut commandement militaire eut recours à une solution insolite, un jeu de cartes. Chaque carte montrait le visage d'un membre du cercle intime de Saddam. Plus la carte était haute, plus l'objectif était crucial. Saddam Hussein lui-même était l'as de pique, son fils aîné Uday, l'as de cœur, et Qusay, le plus discret, mais aussi le plus redouté des deux, l'as de trèfle. Pour accélérer la capture, le gouvernement américain mit un prix astronomique sur leur tête, 15 millions de dollars pour Uday et 15 autres millions pour Qusay. Un total de 30 millions de dollars, l'une des récompenses en espèces les plus importantes jamais offertes dans l'histoire. Du ciel pleuvèrent des tracts avec leurs photographies et leurs visages tapissaient les murs d'un pays en ruine. La promesse était claire. Celui qui les livrerait obtiendrait une richesse au-delà de l'imagination. Cependant, malgré la colossale récompense et des milliers de soldats américains, musique ratissant le terrain, les frères semblaient s'être évanouis. Les soldats prenaient d'assaut des maisons, fouillaient des mosquées et interrogeaient à tout des dizaines, musique, de suspects, se déplaçant avec l'urgence d'une tempête de sable.
Ils parcoururent Tikrit, Bagdad et d'autres villes où les loyalistes de Saddam pourraient trouver refuge. Mais il n'y avait aucune trace. C'était comme si la terre les avait engloutis, ne laissant derrière eux qu'un silence déconcertant. Après la chute de Bagdad, la piste des fils de Saddam s'était refroidie jusqu'à disparaître. Il semblait que la terre les avait engloutis. Tandis que le monde spéculait sur leur localisation, certains murmuraient qu'ils avaient fui en Syrie, d'autres qu'ils se cachaient chez des chefs tribaux. Les frères s'étaient déplacés en secret. Ils glissèrent à travers le pays de maison, musique en maison, comme des fantômes dans leur propre terre. Leur destination finale fut le nord, vers Mossoul, la deuxième plus grande ville d'Irak, un foyer de loyauté, musique et de ressentiment près de la frontière syrienne. Le choix était stratégique. Pendant des années, Mossoul avait été un musique bastion du parti Baas et un profond mépris pour l'invasion américaine brûlait dans ses rues. La ville était remplie, musique de sympathisants de l'ancien régime, des gens disposés à garder un secret et à offrir refuge. C'était l'endroit idéal pour que deux hommes aussi notoires se cachent en pleine vue. Au début, Uday et Qusay se déplacèrent comme des spectres dans la ville, changeant de refuge à la faveur de la nuit pour ne laisser aucune trace. Seul un réseau de contacts de confiance, des individus qui avaient prospéré sous le régime ou qui avaient peu des liens personnels avec la famille, connaissaient leurs mouvements. Ils savaient le danger qu'ils couraient, mais leur silence était acheté par la loyauté du passé ou scellé par la peur de l'avenir. Finalement, Musique les frères trouvèrent un refuge plus permanent dans la maison de Nawaf al-Zaïdan, un ancien homme d'affaires avec des liens forgés dans les couloirs du pouvoir de Saddam. Ce n'était pas un inconnu pour la famille Hussein. Ils avaient été conclus des affaires, Musique Foraz auparavant, et il existait une confiance entre eux. Mais la confiance en tant Musique d'Apanko de Tindi de paix est très différente de celle qui est mise à l'épreuve quand la mort rôde à chaque coin de rue. La villa de Nawaf se dressait dans le quartier d'Al-Falar. Musique, une zone de classe moyenne où rien ne semblait déplacé. Ses 3 étages, Musique, ses épais murs extérieurs et ses lourdes portes métalliques lui conféraient une apparence solide mais discrète. Elle se fondait parfaitement avec les autres habitations, sans éveiller de soupçons. De l'extérieur, une maison de plus. De l'intérieur, le repère des fugitifs les plus recherchés d'Irak. Mais Qusay n'était pas arrivé seul. Avec lui se trouvait son fils de 14 ans, Mustapha, un garçon silencieux qui suivait son père partout comme une ombre silencieuse. Personne ne sait avec certitude pourquoi il l'entraîna dans cet enfer. Peut-être pour le protéger, ou peut-être parce qu'il fut incapable de l'abandonner. La présence de l'enfant changeait tout. La simple survie ne suffisait plus. Désormais, chaque décision portait le poids de la vie de son propre fils. La chaleur de juillet était insupportable, mais c'était la pression invisible qui étouffait vraiment l'air à Mossoul. Pour Nawaf al-Zaïdan, chaque jour qui passait avec ses hôtes semblait Musique durer une année. À la mi-juillet 2003, l'étau se resserrait non seulement sur les fugitifs, mais aussi Musique sur celui qui les cachait. La chasse à Saddam et ses fils continuait sans trêve, et le poids de la récompense offerte devenait un fardeau de plus en plus difficile à supporter. Nawaf al-Zaïdan, Musique leur hôte, commença à sentir la loyauté se fissurer sous le poids de la peur et de l'opportunité, que ce soit par crainte d'être découvert, Musique, par la conviction qu'il n'y avait plus d'échappatoire, ou simplement par la tentation écrasante, Musique de l'argent, Nawaf prit un chemin sans retour. Le 21 juillet, par l'intermédiaire d'un contact, il établit le contact avec les forces américaines. Son message fut direct et dévastateur. Uday et Qusay Hussein se cachèrent dans sa propre villa. Il ne laissa aucune place au doute, fournissant l'emplacement exact, Musique, une description précise de la maison et la confirmation que les frères étaient tous et toujours à l'intérieur. En échange de sa trahison, il exigea 2 choses, la protection pour lui et sa famille et la totalité de la Musique récompense. Au début, les commandants américains accueillirent l'information de la Musique avec un scepticisme forgé par des dizaines de fausses pistes. La plupart des tuyaux précédents, Musique, n'avaient conduit qu'à des impasses et à une frustration croissante.
Cependant, cet avertissement avait un musique poids différent. La source semblait sûre d'elle-même et les détails correspondaient avec précision. De plus, les liens connus de Nawaf Music avec l'Ancien Régime conféraient à son témoignage une crédibilité inquiétante. Sans perdre de temps, une petite équipe de reconnaissance fut envoyée à Mossoul pour vérifier l'information sur le terrain. Depuis Music à la distance, observant la villa et recueillant des renseignements dans le voisinage, la certitude commença Music à se solidifier. À la tombée du soir, il n'y avait presque plus de doute. Les fils de Saddam étaient à là. Avec la confirmation en main, le haut commandement américain activa les préparatifs pour une opération militaire de grande envergure. Personne n'attendait une arrestation silencieuse. Le renseignement militaire supposait que les frères seraient lourdement armés et disposés à mourir en combattant. Le plan était simple et brutal. Agir vite, encercler la maison et exiger la reddition. S'ils se rendaient, ils seraient capturés vivants. Sinon, les troupes avaient de l'autorisation de faire s'effondrer le bâtiment sur eux. À l'aube du 22 juillet 2003, les rues tranquilles du quartier d'Al-Falah dormaient encore, ignorantes de l'acier et du feu qui étaient sur le point de se déchaîner. Le silence était sur le point d'être brisé à jamais. Sous le soleil du matin, un calme trompeur enveloppait les rues du quartier d'Al-Falah. Personne ne soupçonnait, Music, que ce silence était sur le point d'être brisé à jamais. Vers 10 heures du matin, des véhicules blindés commencèrent Music à prendre position autour de la villa. C'était une mission méticuleusement planifiée, menée par les commandos de la force Delta, appartenant à la force opérationnelle 20, une unité d'opération spéciale créée pour traquer les membres les plus importants du régime de Saddam. Ils bénéficiaient du soutien de soldats de la 101e division aéroportée, connue pour leur rapidité, musique et leur précision. Le périmètre extérieur était sécurisé par des Humvee blindés et des véhicules de combat Bradley. Au-dessus de leur tête, le bourdonnement des hélicoptères remplissait l'air, prêts à intervenir, tandis que des tireurs d'élite se postillent sur les toits voisins. La zone fut complètement bouclée. Personne ne pouvait entrer, musique ni sortir. Les civils furent évacués des rues pour les maintenir en sécurité. Par haut-parleur, fait musique, une voix en arabe exhortait les occupants à sortir les mains en l'air. On leur garantissait un traitement sûr s'ils se rendaient, un protocole standard conçu pour éviter l'effusion de sang. Mais de l'intérieur de la villa ne répondait que le silence. Ce silence fut brisé, musique. Quelques secondes plus tard, une rafale de tirs éclata depuis la villa, déchirant les fenêtres et les murs. Les forces américaines répondirent instantanément en cherchant à se couvrir, tandis que l'air se remplissait de l'écho des détonations. L'intention d'Oudaï et Koussaï était sans équivoque, ils ne se rendraient pas. À l'intérieur, les frères s'étaient retranchés aux étages supérieurs, profitant de la hauteur pour musique dominer le terrain. Ils disposaient de fusils d'assaut, de grenades et d'une abondante réserve de munitions. Avec eux se trouvait Mustapha, musique le fils de Koussaï, qui, selon les rapports ultérieurs, maniait également une arme. Pour les soldats à l'extérieur, l'espoir d'une arrestation rapide s'était évanoui. Cela était maintenant un siège en bonne et due forme. Le fracas de la bataille devint assourdissant. Les troupes américaines répondirent avec tout leur arsenal. Mitrailleuses M249, lance-grenades et roquettes anti-chars AT-4. La fumée et la poussière étouffaient peu l'atmosphère, tandis que des fragments de verre et de béton volaient dans les airs. Plusieurs assauts furent tentés avec de petites équipes, cherchant une brèche pour pénétrer dans le bâtiment et mettre fin au combat. Mais chaque fois qu'une équipe s'approchait de l'entrée, elle était repoussée par un mur de feu implacable qui émanait de l'intérieur. Sous le soleil brûlant de Mossoul, l'air vibrait du fracas incessant du combat. Chaque recoin de la villa s'était transformé en piège mortel. Les soldats se heurtèrent à un mur de feu. Après près d'une heure de combat acharné, les commandants américains comprirent la dure réalité. Ils avaient besoin d'une puissance de feu écrasante. Les frères n'allaient pas se rendre. Depuis le centre de commandement, la force opérationnelle 20 demanda un appui aérien immédiat et un armement lourd. Peu après, le fracas des pales d'hélicoptères retentit au-dessus de la maison. C'étaient les Apaches de la 101e division aéroportée qui commencèrent à tracer des cercles au-dessus de la villa.
L'un d'eux fixa son objectif sur le 2e étage avec un missile Hellfire. Quelques instants plus tard, il le tira. Le projectile percuta l'étage supérieur et une explosion massive illumina le ciel, faisant s'effondrer une partie de la structure. Mais même après une telle détonation, la fusillade ne cessa pas. De l'intérieur, les tirs continuaient, un refus catégorique de se rendre. Il était évident qu'il se déplaçait avec dextérité dans la maison, changeant de pièce, utilisant les meubles comme parapet et profitant de chaque arme qui leur restait. C'étaient des combattants urbains, expérimentés, maîtres dans l'art de défendre une position. Un second missile Hellfire fut lancé, cette fois visant le toit. L'impact fut dévastateur, mais de nouveau la maison ne se tut pas. À mesure que la bataille se prolongeait, le danger pour les troupes américaines augmentait. Plusieurs soldats furent tués, music Madesino blessés pendant l'opération, certains atteints par des tirs depuis les fenêtres, d'autres par les éclats des grenades et les fragments de béton qui sautaient à chaque impact. Certains durent ramper sous le feu ennemi tandis que leurs camarades mettaient en musique sécurité les blessés, les soignant comme ils le pouvaient derrière les véhicules blindés. Malgré le chaos, l'opération ne s'arrêta pas. Les blessés furent évacués et davantage de renforts furent demandés. Les commandants savaient que cela devait se terminer rapidement, mais ils savaient aussi que cela devait être bien fait. L'affrontement s'étendit pendant plus de 6 heures, devenant l'une des fusillades les plus longues que les forces américaines music avaient affrontées depuis le début de l'invasion en mars 2003. Vers 16 heures, les tirs cessèrent, finalement. Musique. De l'intérieur de la maison ne restait que le silence. Le fracas de la bataille s'était éteint, laissant derrière lui un silence dense, chargé de poussière et d'expectative. La lumière du crépuscule teintait de rouge les restes fumants de la villa. Vers 17 heures, la menace étant finalement neutralisée, les troupes américaines avancèrent avec prudence. Le panorama était d'une dévastation absolue. La structure tenait à peine debout. Un squelette de béton et d'acier tordu. Les soldats se déplaçaient avec une lenteur méthodique. Musique, leurs armes en joue, inspectant chaque recoin à la recherche de pièges explosifs ou de survivants cachés. Parmi les ruines du 2e et 3e étage, musique, ils trouvèrent ce qu'ils cherchaient, 4 corps. Il s'agissait de 2 hommes adultes, d'un adolescent et d'un autre homme qui semblait être un garde du corps. Musique, tous abattus pendant le combat. L'un des adultes présentait une blessure par balle à la tête, un tir qui suggérait les nains de musique instants finaux et désespérés de la lutte, tandis que le jeune homme avait reçu de multiples impacts. Sans délai, musique, les soldats photographièrent les corps et envoyèrent les images aux officiers du renseignement. Ce n'était pas une opération quelconque, l'identité de ces hommes était une priorité absolue. Dès lors, la tâche passa entre les mains des équipes médico-légales qui commencèrent un processus exhaustif, musique d'identification, comparant les dossiers dentaires, les cicatrices, les dossiers médicaux et les radiographies. Les agents analysèrent les traits très faciaux et les structures osseuses. Mais les indices les plus clairs provenaient de blessures passées, la claudication distinctive d'Uday, séquelles d'une tentative d'assassinat antérieure, et les tiges métalliques dans sa jambe contrastaient avec les lésions documentées. Musique dans l'historique médical de Kusai. Après une comparaison minutieuse, le verdict fut sans équivoque. Les 2 hommes adultes étaient officiellement Uday et Kusai Hussein. L'adolescent fut identifié musique comme Mustapha, le fils de Kusai, et le 4e homme était en effet leur garde du corps. Le 24 juillet 2003, à peine 2 jours après l'intense fusillade, des porte-paroles de l'armée américaine convoquèrent une conférence de presse pour communiquer la nouvelle au monde. Pour dissiper toute ombre de doute, ils prirent une décision controversée, publier les photographies crues des corps. L'image était crue, sans équivoque, et avec sa publication se déchaîna une tempête. La décision de montrer au monde les corps sans vie fut un risque calculé, né d'un intense débat au sein du commandement américain. Pour certains, c'était un outil brutal mais nécessaire, la seule façon de faire taire les théories du complot et d'envoyer un message définitif aux loyalistes du régime. D'autres, cependant, le considérèrent comme un acte qui franchissait une ligne morale, une exhibition trop explicite. Mais en Irak, l'effet fut immédiat.
divisant le pays en deux. Dans les rues de Bagdad et dans les villes du sud, où la haine envers Saddam était profonde, éclata une catharsis collective. Le son des tirs de célébration déchirait l'air, tandis que les gens acclamaient de Pien depuis les balcons. Les larmes qui coulaient sur de nombreux visages n'étaient pas de peine, mais d'un soulagement écrasant qui s'était fait attendre trop longtemps. Pour eux, la mort d'Oudaï et Koussaï représentait le véritable début de la fin, la clôture d'une ère de brutalité. Mais cette explosion de joie ne résonna pas dans tout le pays. Dans les régions du Nord, dans les bastions de loyauté tribale et baasiste, les photographies furent reçues avec musique, un mélange d'incrédulité et de rage contenue. L'impact silencieux, musique de la stupeur, s'empara de communautés entières. Les murmures se transformèrent en rumeurs qui couraient. Musique dans les marchés et les mosquées. Les hommes sur les photos étaient des sosies. Tout était une tromperie orchestrée par les Américains. Cependant, à mesure que se publiait musique davantage d'images et de preuves médico-légales, la dure vérité commença à s'imposer, érodant lentement musique jusqu'au déni le plus farouche. La réalité, aussi douloureuse fut-elle, était inéluctable. Une fois l'identification terminée, les corps furent transportés par air à Bagdad. Maintenant, les forces américaines, musique, se confrontaient à un nouveau dilemme. Que faire des restes ? La crainte était qu'une musique, tombe publique, ne se transforme en sanctuaire, un point de rencontre pour l'insurrection qui refusait de mourir. La seule solution était le secret absolu. À la faveur de la nuit, plus tard cette même semaine, les corps furent transportés furtivement à Tikrit, près du cimetière familial des Hussein. Il n'y eut ni funérailles publiques, ni cérémonie, seulement le poids d'une sécurité étouffante dans l'obscurité. Une poignée de personnes assista à leur dépôt dans des tombes sans nom dissimulées à la vue de tous. Encore moins nombreux étaient ceux qui connaissaient leur emplacement exact, un secret qu'ils emporteraient avec eux, enterrés sous le sol aride irakien. La poussière de la bataille commençait à peine à retomber, mais les ondes de choc de cet affrontement transformaient déjà des destins de manière irréversible. Tandis que le public réagissait et que les enterrements s'organisaient, la vie d'un homme, Nawaf al-Saydan, changeait à jamais. À peine quelques jours après l'assaut, il reçut discrètement le paiement intégral, 30 millions de dollars. Cette somme fit de lui l'un des informateurs les mieux payés de l'histoire moderne. Pour garantir sa sécurité, les services de renseignement américains coordonnèrent immédiatement son départ définitif d'Irak avec toute sa famille. Bien que l'armée américaine n'ait jamais confirmé officiellement son nom, l'information fut divulguée plus tard par des sources irakiennes. Sa localisation ultérieure demeure un mystère. Certains murmurent qu'il s'est installé en Europe ou dans la région du Golfe, commençant une nouvelle vie sous une nouvelle identité. D'autres affirment qu'il s'est simplement évanoui dans la nature pour ne plus jamais être revu. Après l'assaut du refuge opulent, il ne restait plus qu'un amas de décombres fumants. Les murs avaient été soufflés par les explosions et une couche de fumée noire teignait les bâtiments voisins, un rappel sinistre de la violence déchaînée. Les voisins racontèrent plus tard comment la bataille avait fait trembler leur foyer. Certains furent blessés par les gravats qui volaient dans les airs, bien que miraculeusement aucun civil ne perdit la vie. Le commandement américain affirma avoir fait tout son possible pour éviter les dommages collatéraux, mais une fois que la fusillade commença, ils n'eurent d'autre choix que de répondre par une force écrasante. La mort d'Oudaï et Koussaï représenta une victoire retentissante pour l'armée américaine. Elle démontrait que même les figures les plus puissantes du régime de Saddam n'étaient pas hors de leur portée. Elle insuffla également un nouvel espoir au peuple irakien qui avait vécu pendant des décennies sous une atmosphère de peur étouffante. Cependant, la guerre était loin d'être terminée. Quelques mois plus tard, en décembre 2003, les troupes américaines capturèrent Saddam Hussein lui-même, caché dans un trou près de Tikrit. Ce fut un autre moment décisif dans le conflit, même avec la chute d'Oudaï et Koussaï. La violence en Irak ne cessa pas. Au contraire, une puissante insurrection prit de l'ampleur et les attaques contre les troupes américaines devinrent une constante sanglante. Mais pour de nombreux Irakiens, la disparition des fils de Saddam avait déjà marqué la fin d'une ère.